merci beaucoup aux amis des temps d'Esris de nous inviter. Donc évidemment, on aurait beaucoup aimé que ce soit Bertrand Bonny qui soit ici pour présenter ses contributions qui sont tout à fait importantes au travail qu'a effectué Réseau Salariat depuis sa création. Le personnage central de l'association, c'est bien entendu Bernard Friot, c'est lui qui a principalement construit l'objet politique de l'association, mais il l'a fait avec des cofondateurs. Bertrand Bonny en faisait partie. Il a énormément contribué à la réflexion, en particulier sur les aspects économiques, sur les aspects monétaires. Donc il est le contributeur principal de la brochure que vous verrez à la sortie, qui est la brochure sur les caisses économiques et sur la monnaie. Donc il y a eu un travail intellectuel auquel Bertrand a beaucoup contribué, et puis donc ils ont ensemble, avec d'autres, créé cette association qui est une association d'éducation populaire et qui donc essaye de militer pour ce projet politique à travers des procédés de construction de discours via l'éducation populaire, donc partant d'expériences concrètes d'acteurs de la vie politique et économique. Alors je serais un très mauvais coprésident si je ne vous expliquais pas en 2 mots ce qu'est cette association. Donc elle se décline en plusieurs groupes locaux. Donc moi je suis le référent aussi du groupe Auvergne. Mathieu participe activement au groupe local de Rhône-Alpes. Il y a des groupes dans à peu près toutes les régions. On fonctionne en général par des réunions, des manifestations de formation locale. Donc en Auvergne, sachez qu'il y a des réunions mensuelles, en général soit le premier mardi, soit le premier mercredi du mois. Donc je vous invite à laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé par un travail un peu sur le long terme autour de ce projet qui, personnellement, et je pense que Mathieu, pareil, nous a immédiatement enthousiasmé quand on a commencé à comprendre tout le potentiel qu'il y avait dans le travail de Réseau Salariat. Et donc ce projet politique est en général connu par un slogan qui est devenu un tout petit peu célèbre, qui est le slogan du salaire à vie. Donc il s'agit d'une proposition politique qui notamment implique cette proposition d'un salaire à vie pour tous, inconditionnel, à partir de 18 ans, etc. etc. Donc c'est ce qui est un petit peu la vitrine du travail de Réseau Salariat, mais il y a beaucoup plus que cela. C'est très réducteur d'en rester à cette proposition-là. Et justement, nous, on a décidé, Mathieu et moi, de reprendre un petit peu le plan qu'avait prévu Bertrand, qui n'est pas de vous présenter tout de go comme ça le projet politique lui-même, connu à travers dans cette expression de salaire à vie, mais plutôt de vous expliquer quelle est la valeur, quel est l'impact de cette proposition dans le champ politique actuel, dans le moment politique historique, en prenant vraiment une histoire relativement récente, mais qui court à peu près sur au moins un siècle, voire un petit peu avant pour certains aspects. De manière que vous soyez non pas face à une proposition comme ça qui s'inscrit dans la longue liste des propositions alternatives de rémunération, de salariat, de revenus, etc., mais plutôt que vous voyez les enjeux qui font de cette proposition une proposition qui est tout à fait hors norme. J'en ai eu la preuve, j'ai participé récemment à une série de travaux, d'ateliers, si vous voulez, à Clermont-Ferrand qui ont eu lieu, qui ont été organisés par l'association des rencontres philosophiques du 63, qui a travaillé sur toutes les alternatives en termes de propositions, de rémunération, de travail, etc. Et le principal organisateur de ces rencontres, qui est Claude Poulain, a eu tout à fait la clairvoyance d'exprimer le fait que la proposition du salaire à vie était totalement en marge de toutes les autres. C'est-à-dire qu'elle ne s'inscrit pas dans la longue série de toutes les propositions du type revenu de base, revenu inconditionnel, etc. Elle est totalement à part. Et nous, on va essayer de vous expliquer ce soir en quoi cette proposition est totalement spécifique, à une place tout à fait particulière dans le champ des propositions un peu émancipatrices, si vous voulez. Donc pour ça, il faut expliquer d'où ça vient, quels sont les objectifs, et c'était le motif de l'intitulé, universaliser le salaire pour changer, alors je ne sais plus dans quel ordre c'était, le travail, la valeur et la production. C'est-à-dire qu'il y a un objectif d'émancipation, de réforme profonde, plus que de réforme et de réappropriation de ces 3 notions que sont le travail, la valeur et la production, et pas simplement, si vous voulez, une proposition qui
vise à améliorer les conditions actuelles de la circulation de ces trois concepts, en quelque sorte. Donc voilà, il s'agit de changer ces choses-là et universaliser le salaire, comme Mathieu va vous l'expliquer un peu, vise à se réapproprier la définition de ces trois concepts. Bon, moi, je suis linguiste, donc j'ai une optique un peu systématique qui vise à chercher le sens des mots, hein, donc pour moi, c'est assez, ça a beaucoup de valeur, justement. Et ce qui m'a séduit dans ce projet de réseau salariat, c'est surtout ça, c'est que le mot travail renvoie à des réalités qui sont historiquement différentes et reste un mot qui est actif, qui est vivant, qui renvoie à une capacité de réappropriation de ce à quoi il renvoie. C'est-à-dire qu'on n'est pas des sujets qui subissons une réalité qui serait le travail. Le travail est une réalité sociologique, c'est-à-dire mouvante, c'est-à-dire infiniment modelable, et il y a une part de défaitisme à subir une sorte d'essentialisme du travail. Le travail n'est pas essentialisable, il ne doit surtout pas l'être, il ne faut pas se laisser convaincre qu'il pourrait l'être, et quand on a, comme un réseau salariat, une proposition très émancipatrice visant à redéfinir le travail, il ne faut pas la bouder, il ne faut pas s'en détourner, il faut au contraire avoir le courage de se l'approprier, de dire chiche, on va redéfinir le travail. Même chose pour la valeur, c'est-à-dire, alors pour ceux d'entre vous ont une petite culture marxiste, ça vous renvoie à des concepts voilà, historiquement datés et localisés dans le jargon marxiste, mais en fait, bon, on peut se le réapproprier de façon assez naïve, hein, c'est-à-dire ce qui fait qu'on revendique une sorte de chose produite par le travail dans le champ social, c'est-à-dire au nom des autres, enfin, devant les autres, au nom d'une certaine contribution qui correspond à une revendication d'un positionnement social. Hein. Je travaille, je crée de la valeur par mon travail, et la valeur est une négociation avec mes contemporains, tout simplement. Donc ça aussi, ça se réapproprie. Et pareil pour la production, hein, là on a tout un discours à construire sur ce que ça veut dire produire, et notamment, hein, ça renvoie aussi à un champ qui est étudié par notamment les décroissants, par exemple. Les décroissants ont un certain discours sur une renégociation de ce qu'est la production aujourd'hui. Eh bien, nous avons un discours, on va dire, encore un peu plus englobant, c'est-à-dire que nous revendiquons l'appellation production pour des choses qui ne sont pas des productions de matériel. Donc la production de services, la production culturelle, ce ne sont pas des gros mots, hein, c'est-à-dire, moi, on va jusqu'à dire la production de santé. Hein, je sais bien que pour certains, c'est un petit peu choquant de dire production de santé, parce que c'est comme si on imaginait que la santé est une marchandise. Mais non, justement, c'est pas parce qu'on dit production de santé que la santé est une marchandise, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que quelqu'un qui soigne est un acteur économique, est un acteur politique, il agit, et donc il produit quelque chose qui a de la valeur, qui est valorisé, qui est valorisant. Il n'y a pas de raison de lui interdire cette appellation de producteur de choses très utiles à la société, qui ont une valeur sociale reconnue par tous. Donc, à ce titre-là, par exemple, à réseau salarial, nous ne sommes pas purement décroissants. Nous sommes décroissants pour ce qui est de la production de certaines choses nuisibles, polluantes, aliénantes, etc. Mais nous ne sommes pas pour une décroissance de la production de santé, d'éducation, de culture, etc. Donc nous rejoignons, si vous voulez, ces discours décroissants, mais seulement dans le champ de la marchandise, et nous revendiquons l'appellation production pour un champ beaucoup plus large, sans se laisser piéger par l'idée qu'on pourrait justement marchandiser tout. Non, au contraire, surtout pas marchandiser tout, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas s'interdire, enfin il ne faut pas s'interdire d'appeler production certaines créations de valeur. Et puis il y a le salariat qui est le titre de le deuxième mot du nom de l'association, et qui est évoqué aussi dans cette conférence, donc universaliser le salaire. Bien là aussi, le salariat et salaire sont des mots qui sont modelables, qui ont une histoire, hein, qui n'ont pas toujours signifié la même chose, et notamment chez Marx aussi, il y a une certaine inscription historique du sens de ce mot
au moment où Marx écrit des choses sur le salariat, nous, et à travers le travail de Bernard Friot qui a été extrêmement éclairant, nous revendiquons une lecture du mot salariat qui, en particulier, n'est pas pour nous intrinsèquement associé à la subordination. Donc nous revendiquons un salariat qui est non pas à venir, mais qui existe déjà sous certaines formes, et qui est intrinsèquement, de par sa construction même dans les relations économiques et sociales, complètement émancipé de la notion de subordination. Donc le salariat sans subordination, c'est tout à fait possible, ça existe déjà en partie, et le projet de l'association consiste à tout faire pour que ça se développe et que ça empiète sur le champ du salariat subordonné et que ça empiète sur au-delà du salariat aussi. Pardon, du salariat subordonné, c'est-à-dire que ça englobe finalement tout le travail existant qui serait sous une sorte d'organisation salariale, mais sans aucune subordination in fine. Voilà un peu comment dire, la liberté qu'on se donne par rapport à la définition de ces 4 termes qui sont l'objet de la conférence de ce soir. Alors je vais juste introduire un tout petit peu, par rapport à ces 3 termes, quelle est la position par rapport à laquelle on propose des choses nouvelles, et ensuite je passerai la parole à Mathieu pour ce qui est du rebond que nous proposons par rapport au champ des luttes sociales et les termes dans lesquels elle s'établit actuellement. Donc ce que nous faisons comme observation, comme analyse de la façon dont la lutte s'opère contre tout un tas de mécanismes subordonnants, oppressants et bloquants, c'est l'idée de dire qu'il y a toute une série de slogans extrêmement bien identifiés dans le champ des luttes sociales qui sont des slogans malheureusement contre-productifs par rapport aux véritables enjeux que sont la redéfinition du travail, de la valeur, de la production, du salariat. Pour atteindre des objectifs extrêmement efficaces, réels, qui ont une chance d'aboutir réellement, il faut avoir le courage de revenir sur toute une série de slogans qui sont extrêmement piégeux et qui consistent en fait à rester dans le champ de définition du capitalisme, des réels détenteurs de capitaux et de pouvoir, qui nous imposent un certain champ de discours dans lequel on a le tort de s'exprimer de façon complètement circonscrite, si vous voulez. Par exemple, le partage des richesses. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile aujourd'hui, quand on est dans des luttes sociales à gauche, d'imaginer contester ce slogan du partage des richesses. Bien sûr qu'il faut partager les richesses. Qui contesterait une chose pareille? Le problème, c'est que dans cette expression, partageons les richesses. On est tous d'accord sur le premier terme, partageons. C'est comment dire, dans l'ADN de la gauche, le partage. Mais les richesses, quelles richesses? Qu'est-ce qu'on a à partager? Est-ce que c'est vraiment les richesses qui sont produites aujourd'hui qu'il faut partager, ou l'enjeu n'est-il pas plutôt, et principalement, dans la définition des richesses? Donc, ce qu'on analyse, si vous voulez, c'est que dans le slogan « Partageons les richesses », le premier terme est extrêmement mobilisateur, et tant mieux, et nous engage dans des luttes sociales. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est engagé dans ces luttes, qu'on a mobilisé nos forces, et qu'on se jette dans cette bataille du partage, on a oublié de penser qu'on est en train de s'adresser à des richesses que nous n'avons pas voulues, que nous n'avons pas décidées, et qui sont complètement maîtrisées par ceux qui refusent de les partager. Donc, il y a une forme d'incapacité à agir dans le simple fait de dire partageons les richesses sur lesquelles nous n'avons absolument pas la main. Donc partageons oui, mais comment voulez-vous que ça marche et à quoi voulez-vous que ça serve, sachant qu'on est absolument en désaccord sur ce qui est produit. Donc le discours que nous chercherons à avoir, et Mathieu l'expliquera mieux plus en détail, c'est qu'il faut se donner les moyens de définir la façon dont les richesses sont produites, qui les produit, qui les décide, et ce faisant, on se rendra compte qu'il existe des façons de produire des richesses
pour lesquelles, si vous voulez, ces procédés sont intrinsèquement partageuses. C'est-à-dire que la question du partage sera réglée quand on aura défini une nouvelle façon de produire. La question du partage ne sera plus une bataille à mener. Elle sera déjà réglée par le fait d'avoir redéfini les richesses. Même chose sur l'évaluation du travail par le temps. Hein, on dit « partageons le temps de travail »,« partageons le travail ». Encore une fois, c'est un slogan pernicieux, si vous voulez, qui comporte des éléments bloquants dans sa formulation même, puisque ça présuppose qu'on est d'accord sur le fait que le travail est évalué, mesuré, le travail de chacun d'entre nous est mesuré en temps réel, et justement par le temps qu'on passe à certains postes de travail. Cette idée-là il n'y a pas unanimité sur cette convention qui consiste à, d'une part, mesurer le travail de chacun, et d'autre part, le mesurer par le temps passé au travail. Il y a tout un tas de situations de travail dans lesquelles les travailleurs ne sont pas évalués par le temps passé, et il y a des situations dans lesquelles, en fait, on ne mesure même rien du tout dans le travail, et pourtant il y a travail, il y a rémunération, il y a salariat. Donc, ça permet de jeter un éclairage sur la liberté qu'on a de contester cette mesure du travail par le temps. Et ce faisant, on se rendra compte que si on trouve des moyens plus intelligents de rémunérer le travail en l'occurrence, eh bien la question du partage sera réglée d'avance. Il n'y aura plus besoin de lutter pour le partage. Quand on aura gagné cette bataille d'une évaluation, si vous voulez, du travail, autrement que par le temps de travail, et même autrement que par le principe d'une mesure. Donc, partager les richesses est un slogan piégeux, partager le travail est un slogan piégeux, même en fait doublement. Il y a une autre chose qui fait que c'est piégeux, c'est que ça présuppose que le travail est une quantité mesurable totale dans laquelle il faudrait organiser une distribution équitable sur tous. C'est faux. Le travail est en réalité potentiellement infini. Il ne peut pas se constituer comme un gâteau à se partager. C'est extrêmement idéologiquement marqué que de nous faire croire à l'idée d'un travail assimilable à un gâteau dans lequel chacun doit prendre une part. Hein, ça aussi, ça doit se contester totalement. Et puis de ces deux slogans majeurs découlent tout un tas de sous-slogans qui sont tout aussi piégeux les uns que les autres, comme par exemple le fait de revendiquer le rééquilibrage des inégalités par de la fiscalité. Hein. La fiscalité n'est pas du tout le seul moyen de lutter contre les inégalités, c'est même un moyen extrêmement faible et extrêmement inefficace. Même une fiscalité juste est un idéal qui est complètement exprimé dans les termes de l'ennemi, en quelque sorte. Hein. C'est comme si on avait déjà capitulé par le fait de réclamer une fiscalité juste. Hein. La messe est dite une fois qu'on a dit ça. Il n'y aura pas de victoire possible. Il faut faire autre chose que revendiquer ça. Même chose sur les discours sur la dette, même chose à propos des discours sur le fait que le pays est riche, l'argent est là, il suffit d'aller le chercher, etc., etc. Tous ces discours, en fait, consistent à capituler, on le voit bien dans la formulation, devant les enjeux que sont la définition du travail, qu'est-ce que c'est que travailler, la définition de la valeur de ce qui est produit par le travail, et la définition de ce que c'est que produire, qui décide de la production, qui produit, qui pilote la production, etc. Toutes ces questions sont complètement laissées en friche par les slogans « partageons les richesses »,« partageons le temps de travail »,« faisons une fiscalité juste » et « allons prendre l'argent là où il est ». Tout ça, tous ces slogans-là laissent absolument intact ce qui fait la force du capitalisme. Donc, nos slogans semblent être fédérateurs, d'accord, sauf qu'ils ne mettent pas du tout le doigt où ça fait mal. Les capitalistes sortent indemnes de ce genre de bataille. Ils nous concèdent des fausses batailles dans lesquelles on s'engouffre, on y épuise notre énergie, et rien ne change pour ce qui est de la définition du travail. C'est toujours les mêmes qui décident de qui travaille, qui ne travaille pas. La valeur, pareil. Quelle valeur donner à notre travail? Ce n'est pas les travailleurs qui le décident. Qui décide de la production? C'est toujours les mêmes. Ça ne change absolument rien de leur appliquer, par exemple, une fiscalité juste. C'est toujours eux qui décident de ce qui est produit. Donc voilà notre analyse
qui est l'analyse du champ des luttes sociales, et qui est une analyse assez négative, dans laquelle, en fait, on est perdant d'avance. D'accord ? Et je dirais même que c'est une double peine, parce que non seulement on ne prend pas conscience que nos batailles adoptent les armes de l'ennemi, les termes dans lesquels nos batailles sont posées ne sont pas les nôtres, ce qui est déjà une première peine. Et la double peine, c'est que pendant ce temps-là, le capitalisme, lui, ne reste pas les bras croisés, il continue à évoluer, il continue à muter. Et il est en train de muter actuellement, sous nos yeux, pour revenir à une forme antérieure à de grandes batailles sociales. Il y a eu de très grandes victoires contre le capitalisme. Le capitalisme a quand même mordu la poussière au cours de l'histoire du XXe siècle. Actuellement, il essaie de reprendre la main, donc de muter à nouveau vers une forme qui est une forme de régression, vers un antérieur à ces avancées sociales et économiques. Et nous oublions de nous battre contre cette mutation. Cette mutation, Bernard Friot l'explique très bien, elle prend la forme principale de trois piliers, trois nouveaux piliers sur lesquels les capitalistes essaient d'échafauder un rebond de leur structure, qui sont premièrement, et on va dire principalement, le statut d'auto-entrepreneur. Ça, Mathieu l'expliquera tout à l'heure, ça consiste en un retour à une certaine forme de définition du travail qui est extrêmement rétrograde. Ça, c'est le principal objectif, parce qu'il y a derrière ça des luttes de pouvoir extrêmement importantes pour les capitalistes. Et pour que cet objectif puisse être atteint, il a besoin d'être consolidé par deux autres piliers, qui sont d'une part le revenu de base, ou les formes de revenus inconditionnels, dont celle qui nous a été maquillée en socialiste récemment, mais ça n'est qu'un des avatars. C'est un pilier qui consolide cet objectif d'instaurer l'auto-entrepreneuriat comme une norme majoritaire, et personne ne l'a interprété comme tel. Absolument personne ne s'est levé en disant « Ah, le revenu de base, bien sûr, cette mesure qui permet de booster l'auto-entrepreneuriat. » C'était un discours absolument absent du champ public. Et pourtant, c'est bel et bien à ça qu'il sert. Et le troisième pilier, qui vient permettre cette condition d'auto-entrepreneuriat, j'ose pas dire statut, c'est pas un statut, c'est une condition d'auto-entrepreneur, elle est invivable s'il n'y a pas les comptes personnels d'activité, c'est-à-dire cette fusion de quasi-produits d'épargne à peine généralisés, qui consiste à ne pas complètement jeter les travailleurs dans une insécurité vitale, et qui permet d'étouffer un petit peu la lutte et la construction de vraies contre-offensives. Donc ces trois piliers que sont donc l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire une nouvelle forme, une nouvelle contractualisation du travail, le revenu de base qui permet de survivre à la misère tant bien que mal entre deux contrats, et le CPA qui permet de ne pas totalement être en dehors de la société au moindre aléa, ces trois éléments ensemble constituent une offensive extrêmement puissante du capitalisme pour muter vers un État qu'il a déjà connu et contre lequel on avait réussi à construire des vrais processus émancipateurs. Donc prendre conscience, si vous voulez, de cet agenda du capitalisme est extrêmement important, et il faut s'en donner les armes intellectuelles et les armes populaires, les armes d'éducation populaire en particulier pour ce qui nous concerne, de manière à ne pas subir cette double peine qui devient extrêmement dangereuse en termes historiques. Donc voilà un petit peu la situation, elle est assez noire. Maintenant je vais passer la parole à la jeunesse pour emblématiquement embrayer sur un discours plus positif et chargé d'espoir, pour ne pas en rester à cette sorte de stratégie de l'échec dans laquelle nous semblons être engagés, et j'espère que ce n'est que momentané. À Mathieu. Merci Franck. Du coup. Bon, moi je vais essayer d'être plus positif.
et d'essayer de voir comment en fait on peut sortir de ce qu'a dépeint Franck, c'est-à-dire en fait la stratégie de la défaite qui depuis 30 ans on n'avance pas, on piétine avec ses slogans. Donc je vais essayer de répondre à la question comment sortir de la défaite et que faire. Et je vais tenter de répondre à cette question en analysant avec vous les conquêtes sociales du XXe siècle. Et pour analyser ces conquêtes, il faut comprendre en fait leur enjeu. Et je vous propose de faire d'abord un retour historique et de revenir à la Révolution française. Qu'est-ce que marque la Révolution française? Elle marque le basculement entre deux régimes politiques. Bon. Mais ce qu'elle marque surtout, en fait, c'est la victoire de la classe bourgeoise face à l'aristocratie. Et la question qui en découle, du coup, c'est de savoir comment la classe bourgeoise a gagné sa lutte de classe face à l'aristocratie. Et est-ce que, de par cette victoire, on ne peut pas en tirer quelques enseignements utiles pour nos combats militants de tous les jours? La réponse que je vous propose, en fait, c'est de dire que la classe bourgeoise, déjà, elle a pris son temps. Ça ne s'est pas fait en quelques années au moment de la Révolution française. Pendant 4-5 siècles avant, 4 à 5 siècles qui ont précédé la Révolution française, la classe bourgeoise, en fait, elle s'est affirmée au sein du système féodal en créant ses propres institutions, ses institutions politiques, économiques, symboliques aussi. Et elle a notamment réussi à mettre fin au mode de production féodal, qui est le servage, et elle a réussi en changeant la pratique du travail, en changeant le mode de production, en fait, elle a réussi à imposer les institutions du capitalisme. Alors là, je voudrais couper court à quelques idées reçues sur le capitalisme. Le capitalisme, c'est pas, comme on l'entend souvent, l'emploi ou le salariat. La bourgeoisie n'a jamais inventé les conventions collectives. Au XIXe siècle, le capitalisme, c'était d'abord un capitalisme essentiellement marchand, où des marchandeurs vendaient aux capitalistes de l'ouvrage fait au travers de contrats de louage d'œuvres. Et le tarif, il portait sur l'ouvrage fait. Et à cette époque, les ouvriers étaient payés à ce qu'on appelle le prix de la force de travail. Alors, le prix de la force de travail, en fait, il faut comprendre que la force de travail était considérée comme une marchandise. Et que le prix de la marchandise, c'était le temps, était mesuré avec le temps moyen qu'il fallait pour produire cette marchandise. Le temps moyen social pour produire une marchandise. Bon, le temps moyen pour produire la force de travail. En fait, ça correspond en fait au temps moyen qu'il faut pour produire les marchandises nécessaires à la reproduction de la force de travail pour qu'elle soit présente le lendemain sur son lieu de travail, c'est-à-dire le temps moyen qu'il faut pour produire la nourriture, pour produire les vêtements, etc. etc. Au XIXe siècle, dans ce capitalisme-là, il n'y avait ni salaire, ni employeur, ni convention collective, ça n'existait pas. Ce qu'a réussi en fait la bourgeoisie, c'était, dans le système féodal, hormis créer la pratique du travail qui est le marchandage, avec des marchandeurs qui vendent des marchandises, enfin de l'ouvrage fait aux capitalistes. En fait, ce qu'elle a réussi à faire, c'était à imposer une nouvelle définition du travail. Elle a réussi à dire que le travail, en fait, se définissait comme toute activité qui met en valeur du capital. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important parce que, avec cette définition, on voit que d'abord, ce qui est mis en avant dans le travail, c'est le capital. Et ce que ça induit, cette définition, c'est que s'il n'y a pas de capital, une activité va être considérée comme complètement improductive. Elle va être considérée, voire comme un coût pour la société. La deuxième chose que cela induit, c'est que si pour qu'une activité devienne du travail, il faut du capital, ça veut dire que le travail va être maîtrisé par le capital lui-même. Ils vont avoir la même mise sur toute la production économique et sociale. Je voudrais montrer à quel point cette définition du travail-là est encore extrêmement présent dans la société. Le fait qu'on considère le travail comme une activité qui met en valeur du capital.
Et je vous renvoie à une vidéo de Usul. Usul, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vidéaste amateur à Lyon, qui a fait une vidéo donc, sur le salaire à vie, vous tapez Usul salaire à vie, dans lequel il dépeint 3 cas. Un certain, je crois, Michel, a priori, qui tond la pelouse. Donc son activité, c'est de tondre la pelouse, pour lui. C'est une activité privée. Le deuxième cas, c'est la même personne, sauf que cette fois-ci, elle tond la pelouse en tant qu'agent territorial, il travaille pour sa municipalité. Et là, d'un coup, son activité de tondre la pelouse, ça devient un coût pour la société, ça devient une dépense publique. Bon. Maintenant, imaginons que la municipalité, la même, décide de sous-traiter le service de voirie. Michel, il va aller tondre la pelouse, sauf que tout d'un coup, par magie, on va produire de la valeur économique, ça va contribuer à la vie économique, ça va faire augmenter le PIB, etc. Et d'un coup, ça va devenir comme une activité qui enrichit la société. Il faut prendre un peu de recul quand même sur cette histoire, parce que quand on prend ces cas, on se dit mais il y a un truc quand même. Bon, d'un point de vue de l'activité concrète, dans les 3 cas, qu'est-ce qui se passe? La même chose, la pelouse est tondue. Pourtant, on voit bien que ça n'a pas le même impact social et économique, puisque d'un côté, on a de la dépense publique, quelque chose qui coûte à la société, une espèce de fardeau, et de l'autre, ça y est, on produit de la valeur, parce que c'est Veolia qui a embauché Michel. En fait, ce qui se passe, c'est que l'impact économique d'une activité, qui se mesure par la monnaie, elle dépend de normes sociales. En fait, c'est un peu comme une croyance religieuse, si vous voulez. Et la croyance aujourd'hui, c'est de dire que une activité, c'est du travail seulement quand il y a une mise en valeur du capital. Combien de militants, associatifs, syndicaux, etc., autour de vous, et moi-même peut-être le premier d'ailleurs, par un quasi, spontanément, on a tendance à dire que les services publics sont nécessaires, ils sont utiles pour la société, mais que ça reste une dépense. On est nombreux à considérer encore le fait que le service public, c'est certes une dépense, mais c'est juste qu'on le rend utile et nécessaire, et donc on accepte que ce soit en gros un fardeau qui serait à distribuer et à payer par tout un chacun. Moi, ce qui me dérange, en fait, en continuant de parler et de penser ainsi, c'est que nous ne faisons pas comme la bourgeoisie à son époque, face à l'aristocratie. Nous ne remettons pas en cause du tout la pratique et la définition du travail en faisant ça. Nous considérons que la définition du travail capitaliste, elle est valable, elle est tout à fait normale, qu'il faille passer par le capital pour vivre et pour avoir du travail. La bourgeoisie, elle n'a pas réussi à s'imposer face à l'aristocratie en demandant un meilleur partage des richesses féodales. Elle n'a pas fait ça. Elle a réussi à modifier la pratique du travail, en sortant du servage et en créant des marchés, des marchands, etc. Je pense que si on veut sortir de la défaite, il va falloir changer notre pratique du travail, ne plus accepter les pratiques qui sont capitalistes, et il va falloir imposer une nouvelle définition du travail. Et peut-être que dans la définition du travail, il va falloir se dire que le capital, il n'a rien à y faire. Ce que je vous propose donc, c'est d'analyser les conquêtes sociales du XXe siècle et pour voir si ce travail-là, de création d'une nouvelle pratique du travail et une nouvelle définition du travail, n'a pas été commencée. Je vais vous montrer en fait qu'il y a une nouvelle classe qui est apparue au XXe siècle, que j'appellerais la classe salariale, qui est une classe qui, loin des clichés de la défaite permanente par ses luttes sociales, c'est une classe qui a commencé à s'imposer en imposant des pratiques et une nouvelle définition du travail, et que l'idée aujourd'hui c'est de poursuivre ce travail-là, c'est de poursuivre dans cette voie. Donc, les conquêtes sociales du XXe siècle. Je vais en citer 3 qui me paraissent les plus importantes et dont on parle beaucoup à Réseau Salarial. Le premier, ce sera la création du marché de l'emploi et du salariat. Le deuxième, ce sera la statut de la fonction publique. Et le dernier, ce sera la création du régime général de sécurité sociale. Alors, la conquête du marché de l'emploi et du salariat. Donc, comme on l'a vu au XIXe siècle, il n'y avait pas de marché, il y avait du marchandage. C'est ça le capitalisme au XIXe siècle. Au XXe siècle, je prends l'exemple par exemple des canuts à Lyon.
donc ces ouvriers de tisserands, travaillaient la soie, ils ont commencé à demander un salaire garanti. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On a commencé à voir apparaître la figure de l'employeur. C'est-à-dire que le donneur d'ordre dans le capitalisme du 19e siècle, il va être déjà obligé de devenir employeur, ce qui va faire disparaître les marchands d'œuvre. On voit le salariat et le marché du travail comme quelque chose de très aliénant, avec une énorme subordination. Mais en fait, ce qui s'est créé, c'est que, en créant la figure de l'employeur, on a reconnu une dépendance économique entre l'employeur et le salarié, et cette dépendance économique s'est matérialisée de manière juridique dans un contrat de travail. Et cette dépendance-là a été totalement liée dans le marchandage. Donc rien que ça, déjà, c'est une avancée extraordinaire. Et la création de l'employeur et du contrat de travail qui va avec a permis d'affirmer ce qu'on appelle maintenant le salaire. Et le salaire, c'est ce qui s'oppose au prix de la force de travail et à la mesure de la valeur par le temps. On sort avec le salaire et ce qui va avec ce qu'on appelle la qualification. Alors, le salaire, c'est ce qui permet de ne plus considérer les gens comme des êtres de besoin. Dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure du prix de la force de travail, on voit que les ouvriers sont simplement réduits à des êtres de besoin qui ont besoin de se nourrir, de se loger, etc. C'est juste ça. Avec le salaire, on va sortir de ça grâce à ce qu'on va appeler la qualification. Alors, la qualification, c'est quelque chose qu'il faut distinguer de la certification. La certification, ça revient à l'activité concrète que vous pouvez faire. C'est votre diplôme qui dit que vous pouvez être informaticien, banquier, architecte, etc. Ça, c'est ramène à l'activité concrète, pas le travail concret. La qualification, c'est un peu différent. La qualification, ça englobe beaucoup plus de paramètres, et ça permet de mesurer la capacité à produire de la valeur économique, qui se mesure en monnaie, mais indépendamment de l'activité concrète. Alors c'est un peu flou, alors je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, imaginons que vous êtes payé à 1 500 €, votre salaire de base est à 1 500 €. C'est indépendamment du nombre de vis que vous allez produire dans la journée. La qualification et le salaire, en fait, ça va nous permettre de sortir du paiement à la tâche et à l'œuvre. C'est ça qui a permis la conquête sociale du salaire. On n'est plus payé seulement sur notre productivité, mais on va être payé simplement en fonction d'une qualification et d'un salaire qui va être associé. Et le niveau de qualification, le niveau de salaire va être défini en fonction d'une convention, d'une négociation collective. La qualification dans le marché de l'emploi, elle apparaît aujourd'hui dans les conventions collectives. Dans les conventions collectives, ce qui se passe, c'est que vous avez des grilles de qualification, et en face de chaque qualification, vous avez un salaire associé. Et la qualification, le salaire est toujours le salaire est toujours versé sur une qualification donnée. Dans la grille de convention collective du marché de l'emploi, on va avoir donc cette fameuse grille, et ensuite, les employeurs vont attribuer une qualification ou un poste. Donc la qualification est portée par le poste. Quand vous êtes embauché par une entreprise, vous allez arriver sur un poste, et le salaire minimum, je dis bien minimum parce que c'était une revendication du patronat, que cette grille se définit simplement un salaire minimum. Donc cette grille va permettre de définir le salaire minimum auquel vous allez pouvoir être embauché. Pourquoi il y a du chômage? Comme la qualification, elle est portée par le poste, lorsque vous perdez votre poste, comme le salaire est versé sur le poste, vous perdez le salaire associé. Alors les conclusions sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, c'est une conquête qui a permis de modifier la pratique du travail, qui a permis de sortir du marchandage et de le remplacer par l'emploi. Et ça a permis aussi, donc, en infirmant le salaire et la qualification, de sortir de la mesure de la valeur par le temps de travail, avec aussi, le paiement à la tâche et à la pièce. Ce que ne fait pas le marché de l'emploi, par contre, c'est de remettre en cause la définition du travail, puisque dans le marché de l'emploi, on a toujours une valorisation du capital. Donc le capital reste présent dans l'emploi. C'est lui qui maîtrise encore la production qui se fait sur le marché de l'emploi. Et ça montre que le marché de l'emploi, c'est quelque chose qui n'est pas parfait, parce que c'est toujours maîtrisé par le capital. Et heureusement, on a eu d'autres conquêtes sociales, et notamment le statut de la fonction publique.
Alors le statut de la fonction publique a une histoire, et je vais essayer de vous en parler rapidement. À une époque, on avait les officiers, et les officiers étaient propriétaires de leur régiment. Alors ça posait problème parce qu'ils ne pouvaient pas être mutés. Donc on leur a dit, bon, en échange de votre mobilité, vous perdez la propriété de votre régiment, mais par contre, on va vous donner la propriété de votre grade. Le grade, c'est la qualification, c'est exactement la même chose. Dans la fonction publique, on continue à parler de grade, mais c'est l'équivalent de la qualification dans le marché du travail. Ça a un impact très important parce que, comme les gens dans la fonction publique, les personnes dans la fonction publique ont un grade et qu'ils en sont propriétaires, et que le salaire, je le rappelle, est toujours versé par rapport à la qualification, ça veut dire que les fonctionnaires ont un salaire à vie. Ils ont une pension à vie. Ça a été confirmé et affirmé en 1945 quand on a créé le statut de la fonction publique. Comme ils ont un grade qui leur est attaché, ils ne sont pas sur le marché de l'emploi, parce que ce qui caractérise le marché de l'emploi, c'est le fait que la qualification soit portée par le poste. Donc, quand on entend encore dire que les fonctionnaires ont un emploi à vie, c'est une idée reçue. Les fonctionnaires, ils ont une qualification qui porte, et en fait, ils ont un salaire à vie. Ils n'ont pas un emploi à vie. Si le fonctionnaire vient à perdre son emploi, son poste, il continue à toucher son salaire, puisque c'est lui qui est qualifié. Alors, conclusion sur cette conquête de la fonction publique. Je vais poser une question un peu qui fâche. Est-ce que le fonctionnaire travaille ? Bon. Il y en a qui vont penser que non. Moi, j'ai quand même tendance à dire qu'il y a une production qui est issue des fonctionnaires, une production, je parle concrète, même si elle est non marchande, notamment les fonctionnaires qui travaillent dans la santé, mais pas seulement. Et une autre question qui fâche, c'est est-ce que les fonctionnaires produisent de la valeur économique ? Est-ce qu'ils contribuent à l'augmentation du PIB ? Ou est-ce que les fonctionnaires, c'est un coût et une dépense publique ? Un fardeau pour la société ? Ben là, c'est un peu comme Michel, en fait. Ça dépend de la norme sociale en vigueur. Pour les capitalistes, la question est réglée, quoi. Les fonctionnaires, c'est un coût pour la société, ils ne mettent pas en valeur du capital, leur activité, elle est peut-être utile, mais alors... ils ne produisent aucune valeur économique. Pour l'INSEE, elle a été obligée de revoir un peu ça, et elle a fini par dire, peut-être que les fonctionnaires produisent de la valeur économique. Et elle a fait ça notamment pour pouvoir comparer entre pays les PIB. Notamment notre système de santé, vous imaginez, ça veut dire que dans notre PIB, on ne compterait pas notre système de santé. C'est un peu difficile quand on veut comparer avec le PIB des États-Unis. On ne compare pas la même chose, si vous voulez. Donc ils ont fini par rajouter la production de valeur économique des fonctionnaires dans le PIB. Donc l'INSEE, ce qu'elle a fait en disant ça, c'est qu'elle contrevient à la définition du travail capitaliste. Elle est en train de dire qu'en fait, on peut produire de la valeur économique en dehors du marché des biens et des services, comme indépendant, ou en dehors du marché de l'emploi. Et c'est extrêmement subversif. Enfin, la deuxième chose que la fonction publique a expérimenté, c'est le salaire à vie avec la qualification de la personne. Donc, je rappelle, ce n'est pas l'emploi à vie, c'est le salaire à vie ou pension à vie. C'est extrêmement important, je pense, parce que cette idée de la différence le fait de dire que les fonctionnaires ont un emploi à vie, ça contribue en fait à notre défaite permanente. Il faut vraiment qu'on sorte de ça. La révolution, elle se passe aussi dans nos têtes, puisque c'est des normes sociales, il faut qu'on arrive à se défaire des normes sociales et des définitions capitalistes. Je vais vous parler maintenant de la création du régime général de la sécurité sociale en 1945, qui est un des points, je pense, Bernard Friot, c'est à partir de là, vraiment, Bernard Friot, on pourrait presque le considérer comme un historien de la sécurité sociale, et c'est à partir de là qu'il a eu peut-être même une certaine révélation. Il ne faut pas confondre le régime général de sécurité sociale et la sécurité sociale. Là aussi, on a un peu une idée reçue en disant que 1945, après la guerre, on a créé la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle existait bien avant. On avait une pléthore de caisses de sécurité sociale, on avait plus des milliers, au moins 1200 caisses, voire plus de caisses de sécurité sociale
par branche, etc., avant 45. Ce qu'a fait 45, c'est de fusionner ces caisses. Et en fusionnant ces caisses, on a ensuite cotisé, donc les cotisations allaient dans une caisse unique, on a centralisé massivement de la valeur ajoutée. Alors là aussi, une question qui fâche, les cotisations. Quand on centralise de la valeur ajoutée dans une caisse de sécurité sociale, est-ce que c'est de la ponction sur de la valeur produite dans le système marchand? Ou est-ce que c'est la reconnaissance qu'on a une production, par exemple, de santé? Vous voyez, en prenant un soignant, par exemple, qui travaille dans un hôpital public. Toujours pareil, est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est une production? Bon, demain, on dit l'hôpital il est privé. Paf, le soignant devient producteur. On revient toujours sur ces problèmes de normes sociales. Je pense qu'il est clair que pour moi, ce qu'il faut arrêter de dire, par exemple, qu'une infirmière ou un infirmier, c'est un coût ou une dépense sociale qui serait utile, vraiment. Je pense qu'au contraire, il faut affirmer, comme l'a fait l'INSEE, il faut affirmer que non, c'est une production comme une autre. Ou alors, si on dit qu'une infirmière ou un infirmier est une dépense sociale, une dépense, un coût pour la société, pourquoi on ne dirait pas qu'un salarié de Peugeot qui nous coûte aussi ce qu'on le paye, alors pourquoi un salarié de Peugeot serait pas une dépense? Voilà. Je vous laisse juger, de voir ce qu'on peut faire avec cette contradiction-là. Pourquoi dans un cas, le salarié de Peugeot serait considéré comme quelqu'un de producteur, et pourquoi un soignant ne serait pas un producteur? Ce qu'on entend très souvent d'ailleurs à la télé ou dans des médias, quoi. Ce qu'a fait aussi le régime général, c'est que quand elle a massivement récolté au travers des cotisations de la valeur ajoutée, cette caisse de sécurité sociale à la naissance, c'était pas géré ni par l'État ni par le patronat. C'était géré essentiellement par des représentants des salariés. C'est une caisse gérée par les salariés eux-mêmes, par les gens qui cotisent. Et pour vous montrer l'importance, c'est que très rapidement, après son lancement, la caisse du régime général gérait un tiers de la masse salariale. Ça équivalait, les salariés géraient l'équivalent de la moitié du budget de l'État. C'est énorme. On n'est pas en train de jouer dans du bac à sable, quoi. On est vraiment, on ne joue pas aux billes, c'est une masse colossale de valeur économique qui était gérée par les salariés eux-mêmes. Aujourd'hui, en termes de cotisation, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 700 milliards sur les 2000 milliards du PIB. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Et la maîtrise de cette masse-là de valeur économique est extrêmement importante. Et je rappelle d'ailleurs que De Gaulle, en 1967, par ses ordonnances, a mis en place un système paritaire pour que ce soit plus seulement, pour que la majorité qui étaient au début des représentants, pour que les administrateurs, en fait, majoritaires, à l'époque, les salariés étaient majoritaires dans l'administration de la sécurité sociale, dans la gestion de ces caisses, et De Gaulle, ne supportant pas ça, a mis la parité, moitié patronat, moitié représentant des salariés, et comme il y a toujours un syndicat qui finit à côté des patrons, en fait, c'est les patrons qui se sont mis à gérer cette caisse à partir de 1967. Voilà. De fait, dans les faits, quoi, même si ce n'est pas le cas dans les textes, dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le fait que, comme le régime de sécurité sociale finance une production de santé, on a donc des fonctionnaires qui ont un salaire à vie aussi, financés par ces caisses-là. Ils sont payés par ces caisses-là. En 1946, il y a la loi Croizat qui met en place les allocations familiales. Là, on va avoir une institution importante qui est que on va considérer que les parents produisent travail. C'est-à-dire que les allocations familiales sont déconnectées de l'emploi. Le droit d'allocation familiale n'a rien à voir avec le fait qu'on est dans l'emploi ou pas. Et ils vont être indexés sur des salaires. Même à la hausse ou à la baisse. C'est les salaires, alors je ne sais plus la référence, je crois que c'était à Paris, c'était indexé sur les salaires de Paris avec un certain taux horaire, etc. Et ce qui est important de voir, c'est que les allocations familiales ont été conçues comme un salaire. Et ça représentait une part importante dans les familles de leur salaire.
J'ai un peu oublié les chiffres, mais c'était une part vraiment importante. Ça institue, si vous voulez, le fait que on produit de la valeur économique en étant parent, alors qu'on ne met pas en valeur du capital. C'est extrêmement important. Par rapport aux retraites, qui sont aussi versées par le régime général, dans les années, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard. La retraite a été construite sur l'idée que c'était un salaire continué. Ce n'était pas vu comme de la solidarité ou une contrepartie des cotisations passées ou du travail passé. Ça a été vraiment construit comme un salaire continué, avec un salaire de référence. Aujourd'hui, on est par exemple dans la fonction publique, je crois, aux 6 derniers mois, qui correspondent donc aux 6 derniers mois et aux 6 meilleurs mois. Avec un taux de remplacement, on doit être à 75% du brut, ça veut dire 100% du salaire net, une fois qu'on a enlevé les cotisations. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une idée que, même à la retraite, on continue à percevoir le salaire qu'on avait avant, et à un âge donné. On n'est pas vu, qu'à partir du moment où on indexe, si vous voulez, les retraites sur un salaire, et qui n'est pas lié à une contributivité passée, etc., on est vraiment en train de dire que l'on ne paye pas les retraites en fonction comme des êtres de besoin. On ne revient pas à cette idée que les gens ont besoin de vivre, donc on va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent acheter la nourriture en mesurant le prix du pain, etc. Donc on est vraiment sur l'idée que c'est des salaires, et les salaires sont négociés collectivement. Par contre, pour les retraités, l'INSEE, elle n'est pas allée aussi loin quand même que la fonction publique. L'INSEE ne rajoute pas au PIB la production des retraités. Ça, c'est une question aussi qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'un retraité travaille? Est-ce qu'on doit comptabiliser son salaire dans le PIB? Alors, quelle différence il y a entre un retraité qui garde des petits-enfants et une nourrice qui garde des petits-enfants? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, je la pose, la question. La dernière chose sur la caisse du régime général de la sécurité sociale, c'est qu'elle a inventé le financement des investissements par subvention. Pour construire tous les CHU, il a fallu mobiliser une masse d'argent extrêmement importante. Et on a fait ça sans faire appel au crédit, sans faire appel au marché financier. Aujourd'hui, on vous dit, oula, ça va coûter cher de faire la transition écologique. Vous imaginez, il va falloir emprunter, rembourser la dette, etc., etc. Sauf que les milliards qui ont été utilisés pour construire les CHU, ce n'était pas de la dette, il n'a pas fallu les rembourser. On a utilisé pour ça la cotisation sociale. On a augmenté la cotisation sociale progressivement, ce qui a permis de créer des CHU, et donc de créer de la production de valeur économique, en créant en fait toute pièce une nouvelle production, qui est la production du système de santé. Et ça se fait sans investisseurs, sans marché financier et sans crédit. Et du coup, ça en recherche aussi de profit. En conclusion, sur la subversion du régime général de la sécurité sociale, ça remet en cause la définition capitaliste du travail. Je l'ai dit, donc les allocations familiales, la retraite comme un salaire continué, même si c'est imparfait. Et ça ne valorise pas le capital. On a aussi inventé le contrôle démocratique des salariés sur la maîtrise de la production. Puisque c'est eux qui géraient les caisses, qui récoltaient les cotisations. Ils ont à la fois pu financer les investissements, décider des investissements, et à la fois ils peuvent gérer les salaires, etc., et la production de santé. Alors, je vais faire la conclusion, et après on passera aux questions. Donc la conclusion sur les conquêtes du XXe siècle. Ce qui s'est passé donc au XXe siècle, c'est que nous avons expérimenté de manière non négligeable la qualification du poste. La qualification, à la personne, c'est-à-dire le salaire à vie. Donc notre slogan le salaire à vie, on peut dire waouh, ils vont loin. Sauf qu'en fait, ça a été déjà inventé
il y a longtemps. On n'a rien inventé, nous, en tant qu'association de réseau salariat. On n'est pas en train de dire que c'est une utopie, qu'on va donner un salaire comme ça à tout le monde. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le salaire à vie a existé, qu'il a été construit au XXe siècle par des conquêtes sociales, il a été expérimenté, et encore aujourd'hui, vous avez tous les fonctionnaires d'État, ça n'inclut pas les fonctionnaires qui sont des agents territoriaux, qui sont encore sur le marché de l'emploi parce qu'ils peuvent être licenciés, donc ils peuvent perdre leur poste, et le grade étant attaché au poste, pour eux, ils perdent aussi leur salaire. Et les fonctionnaires d'État, eux, ont un salaire à vie aujourd'hui. Donc là, on n'invente rien. Ce qu'on est en train de dire quand on dit on veut un salaire à vie pour tous, c'est qu'on va étendre le fait qu'on ait une qualification de la personne à l'ensemble de l'activité économique, qu'on soit dans le privé, qu'on soit indépendant, qu'on soit dans l'administration publique. On a inventé aussi au XXe siècle l'investissement sans crédit, par subvention. La Caisse sociale, le régime général, quand il a attribué, il a dit on va investir sur un CHU, il n'a pas demandé au CHU de rembourser, quoi. Il a juste donné l'argent. Le CHU a été monté, a été créé. Et on a, excusez-moi, donc le contrôle par les salariés et la gestion par les salariés de l'investissement et de la production de manière générale. Ils sont maîtres de leur production. Ils n'ont pas besoin de capital, ils n'ont pas besoin d'actionnaires pour maîtriser leur propre production. Ces conquêtes sociales, elles ont affirmé l'existence au XXe siècle d'une nouvelle classe, qu'on peut appeler la classe salariale, qui loin d'être broyée par le système, comme on entend souvent, elle s'est affirmée dans de nouvelles pratiques du travail, des pratiques anticapitalistes, vraiment pour s'émanciper du contrôle de la production de la classe capitaliste. En fait, ce qu'a fait la classe salariale, c'est ce qu'a fait la bourgeoisie en son temps face à l'aristocratie. Modifier le mode de production, modifier les définitions du travail. C'est ça qu'a fait la classe salariale au XXe siècle. Elle a débuté la révolution, en fait. La révolution a déjà attaqué, elle a déjà commencé. Le titre de la conférence, donc, c'était « Universaliser le salaire pour changer le travail, la valeur et la production ». Ce que ça signifie, entre autres, c'est que nous devons universaliser la pratique salariale à toutes nos façons de produire, dans les entreprises privées, dans l'administration publique, comme indépendants. Et on doit fournir comme ça un cadre commun à toutes ces activités, à toutes ces manières de produire, pour que tout le monde puisse s'épanouir en se réappropriant le travail, l'investissement, la maîtrise de la production. Et je pense que là, on a des clés pour sortir de notre défaite. C'est de s'appuyer sur le déjà là. Et de plus juste se contenter de dire qu'on va mieux répartir la richesse. Voilà. Merci beaucoup.